Bien, merci, et merci de votre invitation. Et donc, j'ai le plaisir d'essayer avec vous de décortiquer, de répondre à la question qui est posée. La question, en fait, fondamentale derrière tout ça, c'est est-ce que la santé est un objet politique? Voilà. Et vous verrez que c'est pas évident de répondre à cette question. Donc, je ne reviens pas sur les ouvrages auxquels j'ai collaboré. Donc, je m'exprime ici à titre personnel. On a créé à Nantes, donc il y a 2 ans, une association qui s'appelle La Santé à voix haute, justement qui a pour but de favoriser le débat public sur ces questions, sur justement les politiques de santé. Alors, voilà, mon exposé comprend 3 points. Un petit préambule rapide, puisqu'il faut bien s'assurer qu'on parle de la même chose et pourquoi on parle de politique de santé. Et on va essayer d'écrire ce parcours depuis 20 ans, moi je le cite depuis 1996, qui fait que en France, on parle de politique de santé parce que c'est un concept en fait d'utilisation récente. Moi j'avais fait une recherche sur Légifrance, le logiciel qui recense l'ensemble de la réglementation, et j'en ai trouvé trace qu'à partir de 1996. François, Ensuite, oui. juste pour ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'on parle des habitudes du Conseil, le diaporama que tu présentes sera bientôt accessible sur le site du Conseil. Merci. Alors, le deuxième point, ça s'apportera sur les enjeux des politiques de santé tels qu'ils sont formulés par le Haut Conseil en santé publique et tels que moi je les perçois à travers mes échanges et la réflexion qu'on mène au sein de notre association. Et on rentrera dans la partie 3 vraiment dans le dur, c'est-à-dire comment aujourd'hui sont conduites, sont dirigées, sont animées les politiques de santé. Alors, pourquoi un préambule? Tout simplement pour qu'est-ce qui fonde toute réflexion sur les politiques de santé, c'est la notion de déterminant de la santé. C'est à partir du moment, donc ça a été déjà dit par d'autres conférenciers, mais bon, s'il y a des personnes qui n'étaient pas là aux autres conférences, rapidement, hein, voilà, il est reconnu scientifiquement, il y a une littérature abondante sur le fait qu'effectivement la santé, elle est liée aux soins, mais elle n'est pas seulement liée aux soins, et donc il y a plein de paramètres qui influencent la santé, que ce soit bien sûr la génétique, votre hygiène de vie, les facteurs d'environnement, le climat, la pollution, tout ça est connu. Ce qui est moins perçu, c'est la position sociale, c'est-à-dire que la hiérarchie sociale, le fait que vous êtes dans le haut ou dans le bas de l'échelle sociale, influe directement votre santé. Et il y a même ce qu'on appelle un gradient de la santé, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la santé, les indicateurs de santé sont un reflet des inégalités sociales. Il y a presque un miroir. Il y a d'autres éléments, bien sûr, qui influencent l'état de santé de la population, mais la santé, l'état de santé, les indicateurs santé sont le reflet de votre position dans la hiérarchie sociale. Donc ces éléments-là sont largement partagés et donc ils conditionnent notre réflexion sur les politiques de santé. Alors, un terme aussi qui est aujourd'hui, pas un terme, une expression qui est aujourd'hui beaucoup utilisée, c'est l'expression la santé dans toutes les politiques. D'où ça vient? Eh bien, puisque les déterminants de la santé sont nombreux et touchent aussi bien aux problèmes d'alimentation que à l'environnement, à la position sociale, etc., on doit retrouver la santé dans toutes les politiques. Donc ça s'appelle, c'est le fameux HIAP, le Health in All Policies, qui a été donc repris par l'OMS en 2014. Et donc vous retrouvez, des fois on fait référence à ce terme, mais en disant, l'Organisation mondiale de la santé, en disant, ben, il faut de la santé dans toute la politique, elle nous a rendu un service, certes, mais un service complètement empoisonné, puisque si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, à ce moment-là, toutes les politiques doivent être regardées à travers le prisme de la santé. Madame Buzyn devient à ce moment-là le Premier ministre et va conduire la politique de santé, de transport, de l'équipement, etc. Donc, on a cette contradiction à résoudre, c'est-à-dire tout le monde reconnaît aujourd'hui que les déterminants de la santé sont nombreux, mais la question qui se pose, c'est comment faire pour qu'on puisse effectivement prendre en compte à cette maxime, c'est-à-dire d'introduire de la santé dans toutes les politiques. Voilà. Les autres ministères, en général, ne sont pas toujours d'accord avec les préconisations du ministre de la Santé. On va en parler. Voilà. Juste ce petit préambule pour partager
quelques éléments de ce concept qui conditionnent toute la réflexion. Alors, politique de santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept qui a été introduit assez récemment, qui a 20 ans. C'est très peu de choses à l'échelle de la politique, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est partagé depuis longtemps. Alors pourquoi ce concept est si peu partagé? Enfin, pourquoi on s'interroge? On pose la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a une politique de santé en France? Pas sûr. Il y a des politiques, il y a des programmes, il y a des plans de santé, une politique, c'est pas sûr. Alors, il me semble que le premier point qui fait que la santé n'est pas toujours reconnue comme un objet politique, c'est que d'abord, la santé, c'est d'abord une expérience corporelle. Que ce soit individuel, je veux dire, les différences d'état de santé, enfin, les indicateurs de santé entre hommes et femmes, il y a un écart très important, particulièrement en France. Ben, c'est d'abord parce que, hommes et femmes, nous n'avons pas la même expérience corporelle. Je veux dire, les femmes sont très jeunes, en relation avec le système de soins. Très vite, elles vont consulter à la puberté, voilà, avec le cycle menstruel, etc. Et ça, les grossesses vont conditionner le rapport à l'hygiène, à leur corps et à la santé. Donc voilà déjà une première différence qui est fondamentale, bien sûr, dans la manière dont on perçoit les problèmes de santé. Bien sûr, c'est une expérience individuelle à travers les événements de santé qui vont traverser notre vie et bien sûr qui vont influencer notre angoisse, notre rapport à la maladie, aux incapacités, à la mort. Bien sûr, c'est particulièrement criant dans le domaine du handicap, où ces questions-là sont portées par des associations de parents qui, évidemment, ont vécu ou vivent voilà, avec, en général, de grandes difficultés, l'arrivée d'un enfant qui n'est pas comme les autres et avec lequel elles vont rencontrer beaucoup de difficultés pour la scolarisation, pour l'admission en crèche, etc., pour la vie sociale. Donc c'est ces expériences individuelles qui vont conditionner notre rapport à la santé avant d'en faire un véritable objet politique. Et même les politiques publiques elles-mêmes nous renvoient qui portent finalement de la culpabilité, puisqu'elles vont nous dire ce qu'il faut faire en matière quand on conduit, il ne faut pas conduire trop vite, il faut avoir évidemment une hygiène de vie, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, etc. Il faut bien manger, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Les injonctions sont nombreuses, et donc elles nous renvoient à notre attitude. Voilà. Donc, je l'ai constaté d'ailleurs dans la constitution du groupe, voilà, du Conseil de développement, beaucoup de personnes, dans les échanges qu'il y a eu au cours des différentes conférences, ont fait référence à leur expérience individuelle, bien sûr, et au fait qu'elles avaient été confrontées, pour elles-mêmes ou pour un membre de leur famille, à des problèmes de santé, à des problèmes avec le système de soins. Voilà. Premier point, donc, d'abord, avant d'être un objet politique, c'est d'abord une expérience individuelle. Le deuxième point, c'est qu'en France, dans d'autres pays aussi sans doute, mais enfin en France, le contexte pour que la santé devienne un objet politique n'est pas favorable. Pour une absence de culture de santé publique, là on pourrait rentrer dans le détail la faculté de médecine de Nantes étant particulièrement marquée dans ce domaine, puisque pendant plusieurs années, elle n'a tout simplement pas eu de chaire de santé publique, voilà, avec l'opposition d'un certain nombre de gens. Donc, traditionnellement, en France, la santé publique, qui est une spécialité médicale, a beaucoup de mal à trouver sa place. Voilà. Et donc, ça renvoie aussi à une culture de l'évaluation qui n'est pas répandue, et même s'il y a eu beaucoup de choses de fait depuis 20-25 ans, mais enfin bon, c'est pas nos traditions. Et surtout, une opposition entre le soin et la prévention. Voilà, pendant des années, des décennies, j'ai envie de dire, en gros, c'était la santé égale le soin égale la médecine, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc on a vécu pendant des décennies avec en dehors du soin et des droits sociaux, la question des droits sociaux quand même, mais en dehors de ça, il n'y avait pas de débat possible sur la santé. Et donc on vivait sur cette opposition. Ben voilà, la médecine avait tout. Bon, on sait bien que la médecine, voilà, elle fait beaucoup de choses, mais elle n'est pas en mesure de résoudre tous les problèmes de santé. Et je veux dire, on a beau avoir, on verra tout à l'heure dans un graphique, on a beau avoir un super CHU, demain encore plus beau, ça résout en rien, mais en rien du tout, hein, les inégalités de santé. Voilà. Troisième point, syndicalisme médical également, qui s'est construit en France contre l'assurance maladie, historiquement, même si aujourd'hui les choses se sont un peu inversées. Mais voilà, on a des forces sociales qui se sont plutôt antagonistes, bon, voilà, et qui n'ont pas porté, disons, une culture de la santé publique et de la prévention depuis 20 ans. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction,
troisième élément, hein, quand on dit la santé dans toutes les politiques, c'est bien, voilà, sur le papier, c'est bien. La mise en œuvre, évidemment, c'est compliqué, puisqu'il faut agir au sein du système de santé, mais du coup en dehors, hein, mais donc c'est les politiques éducatives, l'emploi, les revenus, la pollution, les aménagements urbains, etc., la marchabilité, bon. Et puis, il faut agir en plus à tous les étages, c'est-à-dire aussi bien nationalement, régionalement, localement, puisque les populations, elles sont sur tout le territoire, et il y a un petit peu moins de médecins en Creuse que dans le 16e arrondissement, et pourtant, il faut bien avoir une politique de santé qui soit mise en œuvre sur l'ensemble de l'échelle du territoire. Donc, quand on dit, voilà, je ne reviens pas, quand on dit, voilà, il faut agir sur tous les facteurs de la santé, évidemment, sur le plan concret, c'est un peu compliqué. Alors, la santé objet politique, ben, on a du mal parce que tout simplement, c'est pas clivant. Voilà. Et ça, évidemment, c'est quand même. Moi, je ne sais pas, Notre-Dame-des-Landes, c'est bien, c'est clivant. Les ordonnances Macron sur le droit du travail, c'est clivant. La politique de l'emploi, ça peut être clivant. Voilà. La santé, ça n'apparaît pas comme un objet politique clivant. La lutte contre le cancer, tout le monde va dire, bah oui, on est pour. Enfin, dire oui, si on améliore la qualité des soins, qui va être contre voilà. Donc, la santé n'apparaît pas à ce titre comme un objet politique qui peut être récupéré politiquement par des leaders qui vont s'en saisir pour faire carrière, etc. Voilà. Pour terminer sur cette première partie, donc, juste donc un rapide historique, voilà, que je vous propose. Donc en fait, moi je situe je vous dis, j'ai fait la recherche sur Internet, j'ai trouvé le terme dans la loi de politique de santé, je l'ai trouvé la première fois dans les ordonnances Juppé 1996, qui, pour ce qui nous occupe, ont instauré, représentent deux changements majeurs. Le premier, c'est l'instauration de ce qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale, donc on va y revenir dans la troisième partie. Pourquoi ? Parce que, c'est quoi ? C'est en 1996, suite aux ordonnances donc Juppé, c'est le Parlement qui a voté annuellement, et qui vote toujours annuellement, les crédits alloués à la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est pas que la maladie, hein, c'est les retraites, les allocations familiales, la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mais c'était un changement, puisqu'on enlevait, entre guillemets, aux partenaires sociaux qui co-géraient, c'est pas exactement ça, mais enfin, on va simplifier, la sécurité sociale, on dit, ben non, c'est le politique, c'est le pouvoir politique qui va maintenant déterminer l'allocation des ressources aux différents à la sécurité sociale, et en particulier à la maladie. On va revenir tout à l'heure sur la loi de financement de la sécurité sociale. Deuxième élément qui lui peut apparaître comme plus marginal, parce que vu d'en haut, évidemment, le territoire, c'est pas très important, c'est la création des agences régionales de l'hospitalisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'à 1996, les administrations de l'État, enfin c'était le préfet qui avait la tutelle sur les budgets hospitaliers, à travers donc les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales. Et à partir de 1996, on a confié cette responsabilité. D'abord, on l'a montée d'un cran, on est passé du département à la région, en territoire, voilà. Et on l'a enlevé au préfet. On a enlevé au préfet ce pouvoir qu'ils avaient donc de déterminer, à l'époque c'était encore la dotation globale, ça commençait à bouger, mais d'allouer les budgets aux hôpitaux. Et ça, c'est pourquoi on l'a fait ? Bah, tout simplement pour des raisons de régulation financière, c'est-à-dire que les préfets étant, entre guillemets, il n'y a pas de préfet dans la salle, mais même s'il y en a un, on peut en discuter, étaient en effet plus ou moins prisonniers du personnel politique, en confiant, on appelait ça le directeur des RH, on a appelé ça le préfet de la santé, parce que du coup, il n'était plus redevable devant les élus, et donc il pouvait prendre les mesures drastiques. Très concrètement, soyons concrets, quand un hôpital avait besoin de personnel, un hôpital public avait des problèmes de personnel, et bien voilà, il suffisait d'une intervention politique pour que l'hôpital puisse bénéficier de l'aide dont il avait besoin. Voilà, donc il y avait des personnels politiques plus influents les uns que les autres. À partir de 1996, ce système de régulation a été abandonné pour un système plus efficace sur le plan de la location budgétaire. Donc ça, c'est 96, c'est une date très importante.
Deuxième date importante, 2002, loi Kouchner. Alors la loi Kouchner, elle n'est pas du tout connue pour ces éléments relatifs aux politiques de santé. Simplement, j'ai trouvé un article récemment, en travaillant au sein de l'association. Je vais vous dire quand même ce qui était écrit dans cette loi. Donc, la nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles, on est d'accord. L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conférences régionales... non, par le Conseil régional de santé, c'est un organisme qui n'a jamais vu le jour, et par le Haut Conseil en santé publique. Au vu de ces travaux, le gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient, en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Et joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé. Le rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. Voilà ce qu'on a écrit dans la loi en mars 2002. Bien, cet article n'a jamais été appliqué. Jamais. Il y a eu un changement politique, hein, puisque 2002, c'est l'élection de Chirac contre Le Pen au deuxième tour. Simplement pour dire que cet article de loi a été modifié en 2004 par la loi de santé publique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait disparaître tout ce qui concernait le Parlement. C'est-à-dire que c'est uniquement une décision, la politique de santé, finalement, c'est une décision administrative. Cet article a de nouveau été modifié donc, par Madame Touraine, enfin le gouvernement de Manuel Valls, en 2016. Et là encore, il n'est nulle part fait mention du Parlement. Voilà. En 2017, Madame Buzyn, donc le nouveau ministre de la Santé, a annoncé, on va y revenir tout à l'heure, et a publié fin 2017, donc, la stratégie nationale de santé. Elle a repris le décret que ses petits camarades du gouvernement précédent avaient, émis, édicté. Et évidemment, la stratégie nationale de santé a été publiée sans aucun avis du Parlement. Les orientations de la politique de santé de la France pour 5 ans n'ont fait l'objet d'aucun débat devant le Parlement. Point. Voilà pour vous dire que ce qui justifie un peu le titre, donc la lente construction d'un objet incertain. Donc on est dans un processus qui bouge, hein, qui va bouger forcément, mais moi chaque fois je fais remarquer ça à mes interlocuteurs, ils me sont un peu surpris, mais ils disent oui, voilà. Alors, après cette réflexion un petit peu générale sur le concept même de politique de santé et la difficulté finalement à en faire un véritable objet politique, si on considère que c'est un objet politique, j'ai essayé de rassembler ici des différents éléments sur les enjeux des politiques de santé, parce que c'est vrai que dans les différentes conférences, oui c'est ça, organisées par le Conseil de développement, j'ai entendu un certain nombre de choses qui m'ont choqué, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de rassembler quand même quelques éléments d'information qui ne sont pas forcément partagés. Alors, les enjeux, si tant est qu'on puisse en sélectionner quelques-uns, eh bien, on va commencer d'abord par les enjeux, les risques sanitaires, parce qu'évidemment, une politique de santé, elle est d'abord basée sur la perception que l'on a des risques dans la santé. Alors, on a de la chance, on a un organisme qui s'appelle le Haut Conseil en santé publique, qui a été créé, je ne me rappelle plus quelle date, mais il y a 20 ans à peu près, pour justement favoriser la réflexion sur les politiques de santé. C'est vraiment son objet. Donc, il y a une centaine d'experts, de gens très bien, sous tout rapport, qui fait des rapports très bien d'ailleurs. Et donc, à l'occasion de la préparation de la stratégie nationale de santé de Mme Buzyn, du ministre, ils ont remis l'été dernier un rapport dans lequel ils identifiaient les grands risques sanitaires. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, ils en identifiaient 4. Assez classiquement, quand on réfléchit à une politique de santé, il y a toujours ces deux-là qui sortent, c'est-à-dire, le risque on distingue toujours d'un côté le chaud et le froid. Voilà. Donc, le chaud, c'est le risque infectieux, voilà. Et le froid, c'est-à-dire les maladies chroniques, elles, qui évidemment n'ont pas la même temporalité et ne posent pas les mêmes problèmes d'organisation. Alors, juste un aparté justement sur le risque infectieux, ce qui caractérise les politiques de santé, ce qui en rend sans doute évidemment
la mise en œuvre particulièrement complexe, c'est que vous pouvez avoir une programmation, vous pouvez avoir des plans, vous pouvez avoir des actions inscrites dans le temps, mais chaque ministre a ses crises. Et donc, très régulièrement, vous avez une crise sanitaire qui vient bouleverser les équilibres, et du jour au lendemain, le directeur général de la santé, c'est-à-dire parmi les différents directeurs du ministère de la Santé, passe ses jours et ses nuits à répondre, évidemment, à la presse, aux pressions de toutes sortes, pour essayer de résoudre la crise sanitaire. Alors, c'est du type Levothyrox, c'est-à-dire un médicament qui, dont, en changeant la formule, visiblement, a provoqué quelques inconvénients dans la prescription et dans la vie de tous les jours des patients qui étaient concernés par ce médicament, mais ça peut être la grippe H1N1 qui tout d'un coup pose des problèmes, ou le virus Ebola qui tout d'un coup... Voilà, il faut... Bon. Donc le risque infectieux, ça fait partie des politiques de santé, bien sûr, et aussi dans une autre dimension, qui est la dimension notamment des antibiotiques, de la prescription d'antibiotiques. Vous savez que sans doute que la France est particulièrement mal placée dans ce domaine, puisque tous les indicateurs montrent qu'on a un usage des antibiotiques beaucoup plus important que tous les pays européens ou dans le monde, et donc ce qui nous met en danger. Je veux dire, effectivement, si on fait tomber des barrières immunitaires en utilisant trop les antibiotiques, eh bien, voilà. Et donc là, il y a un plan antibiotique, je suis allé le voir d'ailleurs, bref. Donc, le risque infectieux, les maladies chroniques, bien sûr, c'est ça ce qui pèse lourd avec une population qui vieillit. Puis comme les soins permettent aux personnes de vivre plus longtemps avec leur maladie, bah, du coup, il y a plus de personnes avec des maladies. Donc, c'est évidemment une question très importante pour le pilotage du système de soins. Et ce qui est mis en avant donc, par le Haut Conseil en santé publique, c'est bien sûr la question de l'environnement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des études qui nous permettent de mieux percevoir l'effet de l'environnement sur la santé. Alors évidemment, que ce soit la pollution atmosphérique, toutes les formes de pollution, mais les pesticides, etc. Parce qu'effectivement, c'est plus simple d'avoir des données sur l'effet du tabagisme. Bon, le tabagisme, c'est simple, vous avez un pot d'échappement dans la bouche, donc les effets sont assez directs et assez faciles à mesurer. L'environnement, c'est beaucoup plus complexe. Un agriculteur qui utilise des pesticides, tout dépend comment il va les utiliser. Ce jour-là, il y a du vent, il n'y a pas de vent. Enfin bon, voilà. Donc on est sur des études beaucoup plus complexes à mener. Et je dirais, l'effet des polluants sur la santé sont sans doute pas plus dramatiques qu'il y a 20 ans, mais en tout cas, ils sont mieux perçus parce qu'on est capable de mesurer l'effet réel, les effets. Puis d'ailleurs, avec beaucoup de modestie, parce que beaucoup de ces études, un certain nombre de ces études donnent des résultats contradictoires. On voit bien qu'on est sur un terrain scientifique qui fait l'objet de gros... qui ne fait pas forcément l'objet de consensus entre scientifiques. Voilà. Donc voilà, c'est les risques sanitaires tels qu'ils sont présentés dans le rapport donc, du Haut Conseil en santé publique qui est paru l'année dernière. Alors... De mon côté, j'ai essayé, de mon point de vue, voilà, donc là c'est personnel, de partager avec vous qu'est-ce qui faisait enjeu dans le système de santé aujourd'hui. Alors je vous propose un premier point. Je me suis dit, tiens, je vais parler, pas du système de santé justement. Parce que le système de santé, il a quand même un problème, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est d'abord un enjeu territorial. Voilà. Aujourd'hui, vous le savez, c'est difficile de trouver des médecins qui s'installent dans des zones périphériques, mais pas que, comme on dit. Mais bien sûr, le système de santé, il n'est pas déconnecté des problèmes d'aménagement du territoire. Si dans une zone, vous n'arrivez pas à attirer un boulanger ou des entreprises ou des habitants qui s'installent, si la population diminue, ce qui concerne un certain nombre de communes de l'Est de la France, du nord-est, vous allez avoir évidemment des difficultés à attirer des médecins. Voilà, donc ça, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je dirais ça, c'est vraiment du domaine de la réflexion traditionnelle, j'ai envie de dire, d'un conseil de développement, c'est de réfléchir à l'aménagement et à l'attractivité du territoire. Et pour la santé, on a les mêmes difficultés et on est dépendant de la manière dont un territoire va être attractif ou pas pour des médecins, par exemple, qui sont des cadres supérieurs, qui ont un niveau de revenu donc de cadres supérieurs, qui ont un conjoint également appartenant au même groupe social et qui vont évidemment attendre des services
voilà, des lieux où ils pourront scolariser leurs enfants dans les meilleures écoles. Alors ça, c'est juste un petit aparté. Et voilà. Alors ça, c'est cette petite diapositive, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau parce que j'entends tellement de contre-vérités sur ce point que je me permets de 5 minutes sur cette diapositive. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire de loin, donc j'ai cherché les chiffres ces jours-ci, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, 99, 2016, donc ça nous fait une belle petite série, 17 années. J'ai mis le total de médecins, les médecins qui sont considérés comme généralistes dans les fichiers du ministère de la Santé, le RPPS qui s'appelle, et les médecins libéraux qui exercent la médecine générale en cabinet hors mode d'exercice particulier. Donc 4 informations. Première information, il y a environ 223 000 médecins en France. D'accord? Vous me suivez? Et donc, il y en a 27 000 de plus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 17 ans. Ah! Ce que vous entendez régulièrement, c'est repris dans la presse, le nombre de médecins diminue en France. Non! Non. Le nombre de médecins augmente. On en a 27 000 de plus. Alors peut-être 28 000, peut-être 26 000, on s'en fiche. Mais voilà. Donc les gens qui vous disent que le nombre de médecins diminue se trompent. Première information. Deuxième information, sur ces 200 000 médecins, 220 000, il y en a la moitié, un peu moins de la moitié qui sont généralistes. Alors vous allez voir, là ça se complique. Donc la proportion généraliste-spécialiste s'inverse. On était à 55-45 pour les généralistes. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de spécialistes que de généralistes, sachant que la médecine générale est une spécialité médicale. Mais enfin, on va quand même garder ce cadre un peu général. Donc vous gardez cet ordre de grandeur. Sur les 220 000 médecins, il y en a un peu moins de la moitié qui sont généralistes. Mais alors, vous me dites, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tableau, c'est qu'il y a une troisième ligne. Et là, je me retrouve, donc, c'est la ligne, c'est ce que la Sécurité sociale appelle les omnipraticiens libéraux. Là, j'en ai plus que 53 000. Très régulièrement, je lis qu'en France, il y a 100 000 médecins généralistes. Pourquoi? Il y a en fait une confusion qui est reprise par beaucoup de médias et de professionnels, entre les médecins qui sont qualifiés en médecine générale et les médecins qui exercent la médecine générale en cabinet et en libéral. Donc, il y en a la moitié. Vous voyez, puisqu'on est à peu près à 100 000 généralistes, mais en fait, il n'y en a que 53 000 en cabinet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a 27 000 médecins de plus qu'en 1999, d'accord? Par contre, les généralistes libéraux, là, ils ont diminué. On en a perdu à peu près 2000. Ah, là, oui, là, ça diminue, on est d'accord. Donc, effectivement, la médecine générale en cabinet, c'est pas très attractif. Voilà. Puisque les médecins, visiblement, ils peuvent faire autre chose. Alors, vous allez me dire, mais ils font pas de la médecine générale en cabinet, puisque ça diminue. Ils sont où? Voilà, vous me suivez? On est d'accord. Donc, j'ai regardé, ils sont où? J'en ai retrouvé la moitié à peu près. J'en ai retrouvé 14 000. Et ils sont où? Ces 14 000 en milieu hospitalier. C'est des médecins qui sont praticiens hospitaliers. Alors ça, je dis ça parce que c'est très important, parce qu'il y a encore, là aussi, beaucoup d'informations qui circulent, des praticiens hospitaliers qui mettent en cause le système de santé, qu'ils n'ont pas de moyens, etc. Je peux vous assurer qu'on a 14 000 postes effectifs budgétés, effectifs réels, de plus dans les hôpitaux, donc là c'est les hôpitaux publics, qu'en 1999. Alors, ce sont des individus, ce n'est pas forcément des temps pleins, c'est-à-dire que ce sont des personnes. Il y en a là-dedans qui, évidemment, travaillent à temps partiel. Ce n'est pas 27 000 équivalents temps plein. Bien. Alors, où sont les... Alors, voilà, donc il en reste encore 13 000 à trouver, mais enfin, bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, j'ai regardé, par exemple, sur les urgences, puisqu'on parle beaucoup des urgences, j'ai regardé. Alors, ça, ces chiffres-là, ils viennent
d'un organisme qui s'appelle le Centre national de gestion, qui est l'organisme qui gère la carrière des praticiens hospitaliers. Donc on ne peut pas faire plus... voilà, vous pouvez aller dessus, tout ça est très officiel. Et donc j'ai regardé les urgences, par exemple. Les urgences, eh bien, dans les CHU, nombre d'effectifs d'urgentistes entre 2012 et 2017, plus 40%. Voilà. Bien. Alors, ça, c'est pour les praticiens hospitaliers. J'ai regardé du côté des personnels hospitaliers. Là, effectivement, il n'y a pas d'augmentation. Donc là, on comprend que au niveau des agents, là, j'ai regardé parce que la série n'était pas très longue, 2013-2017. Là, les effectifs sont quasiment stables, peut-être 1% d'augmentation. Donc il y a ce décalage entre effectivement une croissance du nombre de médecins hospitaliers donc dans les hôpitaux publics et une stabilité en revanche des personnels soignants dans ces mêmes hôpitaux. Voilà. J'ai tenu 5 minutes. Est-ce que c'est clair là? Parce que si voilà, j'espère avoir... Allez-y, bien sûr. C'est 102 000, dont 52 000. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Les généralistes, il y en a la moitié qui sont qualifiés en médecine générale, mais en fait, dans les cabinets... Alors, ils sont où les autres? Voilà. Alors, il y en a à peu près 7-8 000 qui sont ce que la Sécu appelle MEP, médecins à mode d'exercice particulier. Alors, c'est une boîte, en fait, c'est un mélange, excusez-moi, puisqu'on va y trouver des médecins qui sont homéopathes à temps plein, homéopathes, acupuncteurs, mais vous allez retrouver aussi des médecins urgentistes, on y retrouve des allergologues, on y retrouve, c'est un endroit que, voilà, c'est une catégorie qu'utilise la Sécu pour faire ses calculs. Donc ça, c'est à peu près 7-8 000. Et alors, il y a ceux qui sont remplaçants, voilà, qui sont mal connus, puisque la Sécu ne les connaît pas. La sécurité sociale, elle ne connaît pas un remplaçant. Quand vous avez affaire à un médecin remplaçant, il utilise la feuille de sécu du médecin traitant, enfin de votre médecin. Il n'utilise pas ça, il n'a pas une feuille de sécu à lui. Donc la sécu ne les connaît pas. Donc ceux-là, le Conseil de l'ordre les recense, mais on ne sait pas où ils sont. Ils sont enregistrés par le Conseil de l'ordre, mais on n'en sait pas plus. Et puis il y a tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tout simplement, hein, puisqu'il y a beaucoup de médecins qualifiés en médecine générale dans les hôpitaux, dans des services de psychiatrie, en convalescence, voilà. Voilà, disons, un élément qui me semble du débat, quand on réfléchit à l'évolution du système de santé et à la démographie médicale, je voulais absolument partager avec vous. Alors ça, c'est du côté plutôt, voilà, du côté des effectifs de médecins. Voilà, on a parlé, il y a eu un exposé, une des conférences sur la tarification à l'activité, puisque les hôpitaux publics et privés sont soumis à cette tarification depuis, je ne me rappelle plus la date exactement, parce que ça s'est fait par étapes. Et c'est vrai que depuis 1996, on vit, et la création des ARH, on vit dans un encadrement budgétaire strict. L'ONDAM, on va en reparler ce que c'est tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens qui sont alloués au système de santé n'ont jamais diminué. Jamais. Ils sont toujours au-delà de l'inflation. En revanche, il y a un encadrement budgétaire strict, parce qu'effectivement, les charges augmentent, il y a des effets liés aux carrières des personnels, etc. Et donc, c'est vrai que on sent, il y a un certain nombre de signaux faibles ou forts qui montrent qu'il y a des crises dans pas mal d'hôpitaux publics en particulier, où on est peut-être arrivé au bout d'un système. Enfin, c'est l'hypothèse qu'on a quelques-uns à l'association. Pourquoi? Parce que l'introduction des méthodes managériales dans un secteur qui est le secteur du soin, ça ne se fait pas avec une grande spontanéité, et c'est peut-être pas fait toujours avec pédagogie. En tout cas, ça provoque des tensions internes aux hôpitaux, et il est incontestable quand on annonce, qu'on dit, ben voilà, on va passer à l'ambulatoire, c'est-à-dire, voilà, tout ça, c'était les patients, ils restaient 2-3 jours à l'hôpital ou dans une clinique, demain, ils resteront 24 heures. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les soignants, ils perdent, je parle des soignants qui sont au lit du malade, les soignants qui sont au lit du malade et les médecins aussi, évidemment, ils vont perdre la marge qu'ils pouvaient avoir dans leur organisation. Puisque le patient, il arrive et il faut que je prépare sa sortie. Il faut qu'il soit sorti le soir. Donc je perds en autonomie et j'ai une charge. La charge en soins est beaucoup plus prégnante.
Et donc ça peut être source de tension, évidemment. Là où il y avait des marges, bah, les hôpitaux, les cliniques les perdent petit à petit. Alors c'est peut-être mieux pour le patient, enfin c'est sans doute mieux pour le patient. Ça ne sert à rien de rester plusieurs jours à l'hôpital alors qu'on peut être... Mais ça implique une mutation managériale qui est évidemment complexe à mettre en œuvre et qui se heurte à mille contraintes comme il y en a dans un hôpital, et en particulier dans un hôpital universitaire qui est censé avoir les trois fonctions, l'enseignement, le soin et la recherche. Donc ça, on a le sentiment par différents éléments dont vous avez sans doute entendu parler, plusieurs hôpitaux où il y a eu des crises importantes, des burn-out, des choses comme ça, dans un secteur où, évidemment, la densité du travail est traditionnellement importante, mais où elle prend une nouvelle dimension. Alors, autre élément que je voulais vous livrer en termes au niveau des politiques de santé, on a beaucoup parlé lors d'une conférence, enfin non, c'était pas une conférence, c'était d'ailleurs une réunion du groupe santé bien-être. On a beaucoup parlé de qualité des soins. Il y a des personnes qui ont témoigné des exemples qui faisaient état de dysfonctionnement. Voilà, un hôpital, c'est un hôpital, hein, c'est des hommes et des femmes. Des fois, ils font des erreurs, comme ailleurs. Sauf qu'évidemment, ça a plus de conséquences qu'ailleurs. Alors je me suis dit, là, attendez, faut absolument que vous preniez conscience que depuis 20 ans, le paysage a profondément changé dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins. Jamais on en a fait autant, jamais on a introduit autant d'obligations pour les professionnels et pour les établissements en matière de qualité des soins. Donc c'est la création, je ne me rappelle plus de l'ANDEM, donc c'était l'Agence nationale de développement de l'évaluation médicale, qui est devenue l'ANAES, qui est devenue donc aujourd'hui la Haute Autorité de Santé. Donc, s'il y a un secteur de la santé qui a bougé, qui a énormément développé une expertise, des procédures, des groupes d'experts, etc., c'est bien celui-là. Voilà. Donc on peut se dire, bah oui, attendez, si c'est ça pour ça, voilà, j'en sais rien. Quels sont les effets? Est-ce que c'est efficace ou pas? C'est un débat. C'est un débat, parce que la littérature montre que c'est... Voilà. En tout cas, le ministère de la Santé qui s'était pris l'épidémie de sida en plein dans la figure, l'épidémie de sida ayant mis en évidence les carences majeures de notre organisation de la santé en matière de crise sanitaire et en matière de lutte contre les épidémies. C'est pas pour rien, santé publique, c'était considéré comme la dernière roue du carrosse. Et il y a eu une quinzaine, ça a diminué un peu depuis, quinzaine d'agences sanitaires sur les produits sanguins, sur les recommandations professionnelles, sur les greffes, sur l'épidémiologie, etc. Et donc ça, c'est une mutation très importante. Un encadrement des pratiques, c'est-à-dire qu'entre chaque médecin faisait sa médecine, et puis, non, la médecine, c'est des procédures. Quand vous êtes pris en charge par un cancer, pour un cancer, les médecins, ils appliquent le protocole qui est diffusé entre praticiens de la même spécialité, et c'est tant mieux. Là, il y a eu un effort considérable de fait. Et donc de traçabilité, puisque vis-à-vis des questions de responsabilité médicale, il faut que le médecin puisse justifier le fait qu'il vous a bien informé qu'il vous a bien dit qu'il y a bien la trace dans le dossier médical des actes qu'il aurait été en droit de faire au vu des connaissances de l'art au moment où a eu lieu l'acte. Alors ça, c'est pas sans conséquence. Ça, c'est pas sans conséquence, tout ça. C'est pas sans conséquence parce que ça veut dire que, et c'est pas une caricature, les soignants l'expriment souvent, ils passent beaucoup de temps à saisir de l'information, et notamment les médecins. Je peux vous dire que parce que quand je travaillais avant à l'Observatoire de la santé donc des Pays de la Loire, j'animais donc l'Observatoire régional des urgences, et je m'étais intéressé à essayer de comprendre, puisque finalement les soignants l'exprimaient, le temps qu'ils passaient devant un écran. J'ai interrogé des médecins urgentistes qui me disaient, mais vous passez combien de temps devant un écran? Plus de la moitié de mon temps. Bon, je ne veux pas généraliser. J'ai regardé dans les littératures, j'ai trouvé un article sur les États-Unis, où il y a exactement les mêmes préoccupations, parce que vous imaginez avec les assurances, donc les questions de traçabilité, c'est fondamental.
Sauf que les Américains, évidemment, vu ce que coûte un médecin, ils se sont dit, oh là, on ne va pas payer un médecin à faire de la saisie de données. Donc ils ont créé un nouveau métier, les scribes médicaux. Les scribes médicaux. Tellement, voilà. Donc on n'est pas du tout sur des questions marginales et quelques aventures un hôpital que je ne citerai pas, où le jour où on a changé de logiciel de gestion du dossier médical, on a été obligé de recruter des médecins. D'accord ? Alors, bon, on ne va pas lister tout ça, simplement pour dire que les professionnels ont des obligations à titre individuel. Ça s'appelait la formation continue, l'évaluation des pratiques professionnelles. Maintenant, ça s'appelle le DPC, développement professionnel continu. Voilà. Les établissements de santé, depuis 20 ans, sont soumis à une procédure de certification. Donc, voilà. Avec une évaluation externe, une évaluation interne, justement pour identifier les procédures, est-ce qu'on respecte les connaissances, est-ce qu'on respecte les règles de l'art, etc. Et bon, le contrôle des produits de santé, même s'il est mis, je veux dire, tous les jours, on découvre que tel médicament, on ne dispose pas finalement de l'expertise suffisante pour vraiment prouver son efficacité. Je dirais qu'ils n'ont jamais été autant contrôlés. Voilà. La surveillance épidémiologique, le retour sur expérience. Bon, le retour sur expérience, c'est quoi? C'est les revues de mortalité des équipes soignantes qui reviennent sur un cas, voilà, sur un dysfonctionnement qui a pu avoir des conséquences dramatiques, voire létales, et qui essaient d'analyser pourquoi voilà, ça existe, ça n'existait pas il y a 20 ans. Voilà. Donc, il faut absolument prendre conscience que voilà, le système de santé, il s'adapte, il bouge, il essaie de prendre en compte les contraintes fortes qui pèsent sur lui. Dernier point, partage d'informations. Vous allez sur Scope Santé, vous allez sur ce site. Avec le PDF, vous pourrez aller directement cliquer là-dessus et vous y arrivez. Sur ce site, vous avez un établissement par établissement les résultats de l'accréditation. Alors, c'est pas d'un usage très... Bon, mais c'est quand même très bien fait. En tout cas, par établissement, vous pouvez savoir si sur tel type... par exemple, moi j'ai regardé, puisque on avait parlé de dossier médical, voilà, en général, les hôpitaux, les cliniques sont très mauvais, enfin, sont mauvais, voilà, puisqu'il y a un score qui est donné. Donc, voilà, mais bon, puis il y a d'autres où ils sont très bons. Sur la lutte contre les affections nosocomiales, en général, ça marche très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas que des données, voilà, il y a un retour d'information. Voilà, tout ça pour dire que s'il y a un pan du système de santé qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup évolué, c'est bien celui de la qualité, de la sécurité des actes et des produits de santé. Alors, du coup, je suis tombé récemment, moi je fouille dans les rapports, donc voilà, donc il y a un rapport du Haut Conseil donc, pour l'avenir de l'assurance maladie, donc, qui est paru cet été, l'été dernier plutôt. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je vous laisse découvrir la phrase, c'est un copier-coller. Il dit ceci: l'organisation de l'action publique est au cœur du problème français en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé. Et donc, voilà, les pouvoirs publics ont su bâtir une doctrine et une organisation en matière de sécurité sanitaire, toujours à refaire, on en est sûr, mais au fond assez robuste. Cet effort n'a jamais été mené à son terme dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Voilà. Donc on voit bien que ce qui a fait bouger le système de santé, c'est les questions de sécurité sanitaire suite. C'est vraiment le sida a été... Mais pourquoi le sida a été à ce point un facteur de mutation? Pour la première fois, des responsables de l'action publique ont été poursuivis juridiquement et se sont retrouvés au pénal, leur responsabilité individuelle ayant été mise en cause. Donc ça a été, je peux vous dire, un traumatisme au sein de l'administration de la santé. Tout d'un coup, voir des gens, pas dans une posture de soignant, mais dans une posture de santé publique, de gestion de la santé des populations, tout d'un coup, mis en cause, donc certains de bonne volonté, d'autres peut-être des escrocs, voilà, parce qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la gestion des produits sanguins. En tout cas, ça a été un véritable traumatisme, et c'est ça qui a fait bouger le système, et qui a beaucoup bougé dans le domaine de la sécurité sanitaire. En revanche, sur le champ de la prévention, on est mauvais, et voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc voilà sur les évolutions
du système de santé. Et donc maintenant, troisième type d'évolution que je vous propose sur lequel je vous propose d'échanger, c'est le système de santé, finalement, il produit des résultats. Alors, ce que je vous présente, c'est un peu réducteur, c'est même très réducteur, je vous l'accorde. Mais enfin, je voulais quand même partager ça avec vous, parce que chaque fois que j'utilise ces chiffres, voilà, ça m'interroge quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez une série donc, qui va de 2001 à 2012, qui vous donne un indicateur, donc c'est un taux de mortalité prématurée. Qu'est-ce que c'est que la mortalité prématurée? Pour les épidémiologistes, la mortalité prématurée, c'est les décès avant 65 ans. Parce qu'on considère que dans nos systèmes, dans nos sociétés riches, mourir avant 65 ans, dans la majorité des cas, le système de soins ou la prévention permettrait donc d'éviter... voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 fois plus de mortalité prématurée chez les hommes que chez les femmes, puisque, évidemment, voilà, voilà, on ne va pas revenir là-dessus, parce que ça nous embarquerait un peu trop loin. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette courbe? Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, donc vous ne voyez pas bien. Donc, je vais vous dire. Alors, le bleu, là, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est du bleu, c'est les Pays de la Loire, et donc la France est au-dessus, c'est un espèce de violet ou un gris à votre niveau. Donc, c'est l'évolution. Donc, première information, en gros, toutes les courbes descendent. C'est-à-dire que la mortalité, c'est un taux. Hein, donc, elle était à un niveau 240 en 2001. Et elle a rendu un niveau à peu près, pour la France et les Pays de la Loire, 190. Voilà. Donc, tendanciellement, la mortalité prématurée baisse quand même de manière très sensible, quoi. Donc, on est bien obligé de reconnaître quand même que... Alors, ce qui fait débat, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi ça baisse? Ça, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire, on peut dire qu'est-ce qui baisse, quelles sont les pathologies pour lesquelles ça baisse. Et ce qu'on n'est jamais capable de dire, en général, c'est qu'est-ce qui est imputable au système de soins lui-même et à la qualité de la prise en charge, et qu'est-ce qui est imputable à l'évolution des comportements, moins de tabagisme, ce qui n'est plus vrai, moins de recours à l'alcool, moins d'accidents de la route, si c'est net, puisque les accidents de la route, dans cette période-là, on a dû passer de 15 000 décès par accident de la route à 3 000 aujourd'hui. Donc ça a fortement impacté. Voilà. Donc c'est un vrai débat d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait bouger finalement. Voilà. Première information, donc ça baisse. Donc deuxième information, les Pays de la Loire, donc le bleu est en dessous du violet, donc là, il y a la mortalité prématurée d'un Pays de la Loire est inférieure à la situation française, elle reste inférieure, l'écart semble un petit peu se réduire. Bien. Alors, les autres départements, alors pourquoi il y a des machins qui fluctuent, puis d'autres qui sont bien linéaires? C'est un effet purement statistique, parce que ça, c'est la Mayenne. Effectivement, plus vous avez une petite population, moins vous avez de décès, évidemment, et donc plus les fluctuations statistiques sont importantes. Alors, bon, c'est quand même un problème, puisque là, la mortalité prématurée pour la Mayenne était très nettement inférieure. La Mayenne, c'est ça, hein, c'est cette courbe-là. Très nettement inférieure aux autres départements, enfin à la France, voilà, et tout d'un coup, ça remonte. Voilà. Bon. Voilà, pour le département de la Mayenne, c'est intéressant. Alors, il y a un département qui est complètement... qui, lui, reste très en dessous des autres départements, c'est le Maine-et-Loire. Et puis, la Loire-Atlantique, qui était au-dessus de la moyenne nationale, et qui passe en dessous. Alors, sans doute, un effet simple, qui doit être un effet cadre. C'est-à-dire que la population... forte augmentation de la population, une augmentation, donc, une transformation de la structure sociale, qui produit son effet, voilà, alors peut-être que j'anticipe un peu. Et par contre, une situation qui est plutôt mauvaise pour la Sarthe, qui est, vous voyez, qui s'écarte des autres départements. Voilà donc un élément qui permet de voir qu'à l'échelle d'un pays comme le nôtre, finalement, on a quand même on n'est pas... parce que là, on est à un taux qui est à 190, et puis là, on monte à un taux qui est à 240, 230 quand même, vous voyez, à l'échelle d'une même région. Donc il y a quand même des écarts en mortalité prématurée qui sont quand même très importants. Alors, rappelez-vous, pour les personnes qui étaient là lors de l'exposé de Patricia Sarraud pour la ville de Nantes, puisque des calculs de mortalité prématurée ont été faits par quartier. Il y a des quartiers de Nantes
où 50%, je dis bien 50% des hommes meurent avant 65 ans. 50%. D'accord? La moyenne, c'est autour de 20%. Donc, je veux dire, les inégalités de santé, vous les avez à la figure et ça vous renvoie quand même à... Alors, c'est pour ça qu'elles ne sont pas toujours diffusées avec une grande spontanéité. Donc, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps encore un petit graphique, parce que là, ça va nous rapprocher du soin. Donc ça, c'est les mêmes choses, c'est-à-dire c'est la même série 2001-2012, 2001-2012. À gauche, c'est la mortalité par cancer, à droite, c'est la mortalité par maladie de l'appareil circulatoire. Ah! Alors celle-là nous intéresse plus, parce que bon, mortalité par maladie de l'appareil circulatoire, de toute façon, comme on meurt toujours de quelque chose, non mais voilà, donc il y a forcément, quand le médecin remplit le certificat de décès, il va, voilà. Donc ça serait plus intéressant, il aurait fallu sortir la mortalité prématurée. Bon, en tout cas, ça baisse, voilà. Et là aussi, il y a quand même un effet soin, enfin je veux dire, la prise en charge des infarctus, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux a fait d'énormes progrès au cours des 20 dernières années. Il y a des personnes dans votre entourage qui ne seraient pas là aujourd'hui et qui, grâce à l'organisation sanitaire, sont... voilà, on a des hélicoptères, on va chercher les gens là où ils sont. Voilà, la machine à soins, elle fonctionne. Alors sur le cancer, moi, ça me paraît quand même assez intéressant, parce que là, alors, c'est sans doute quand même un effet soin. Enfin, je veux dire, quand on voit un taux de mortalité France, alors France, Pays de la Loire, il n'y a pas de différence, vous voyez, c'est la même courbe. Hein. On passe de 260 à 220 donc en 10 ans. Bon. Le soin n'y est quand même pas... On peut difficilement nier que les structures de soins n'y sont pas pour quelque chose. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a des tas de cancers pour lesquels, évidemment, le pronostic vital est engagé et la science n'y peut rien. Mais on est obligé de... Alors, ça, c'est important parce que c'est un peu... Là, voilà, c'est un domaine où... Il y a eu un plan de santé publique à partir du début des années 2000. Il y a un organisme dont c'est la mission qui s'appelle l'INCa, l'Institut national du cancer, qui porte, la lutte, le plan de lutte contre le cancer. Et il y a eu sur le terrain, avec le réseau périnatalité, donc la personne qui s'en occupe, Fabienne Empereur, est venue vous présenter le travail du réseau, du réseau oncologie, pardon. Et là, il y a eu un effort pour diffuser justement les bonnes pratiques, pour diffuser le protocole. Et il me semble que cette évolution, elle le doit aussi à l'évolution des soins. Alors là encore, ce qui est intéressant, eh ben, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qui est en dessous? La Mayenne. La Mayenne, qui a le plateau technique le plus... le moins de médecins en France, pratiquement, enfin par habitant, et donc qui nous renvoie toujours à mon point de départ. Qu'est-ce qui fait partie des déterminants de la santé? C'est bien sûr, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie, etc. Et dans un département, donc les deux départements là qui sont au-dessus, donc la Loire-Atlantique avec son plateau technique, avec que des cliniques neuves, un super CHU, elle est là, d'accord? Voilà, c'est tout. Demain, on aura un super CHU, ça ne résoudra en rien les questions des inégalités de santé. En rien. C'est très bien, c'est super. Moi, je suis pour les soignants, pour la patientèle, mais ça fait pas une politique de santé. Donc, qu'est-ce qui est au-dessus? L'autre département qui est au-dessus, c'est la Vendée. Pour des raisons, il y a je ne me rappelle plus pourquoi la Vendée est là, mais bon. Voilà, donc vous voyez qu'à travers ces données, alors ce qu'il faut savoir, c'est toutes ces données que je vous présente, elles sont accessibles à tous les échelons géographiques, c'est-à-dire que l'Observatoire de la santé a publié des diagnostics justement par territoire, alors c'est chiant à lire, c'est que des chiffres, donc si vous n'avez pas envie de le lire, voilà, si vous n'aimez pas les chiffres, il ne faut pas le prendre, mais en tout cas, toutes ces données-là sont accessibles à une échelle plus petite. Sachant qu'un point ponctuel, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est évidemment toujours de regarder les séries. Ça permet de gommer les... Voilà. Dernier graphique, et on va s'arrêter là pour les aspects plus épidémiologiques. Voilà, un secteur qui, lui, a beaucoup été investi par la prévention, c'est le suicide. Donc, on a à peu près 10 000 décès par suicide en France. La tendance, donc le bleu, c'est les Pays de la Loire. Et donc, la France est
est en bas. Donc vous voyez, tous les départements et la région, on est très nettement au-dessus de la moyenne nationale. C'est un problème de santé pour lequel on est particulièrement mal placé, avec un record pour la Sarthe. C'est la Sarthe qui est tout en haut. Vous voyez, là, on a un taux qui est à peu près à 18 pour 100 000 habitants. Et là, c'est pas le double, mais enfin 18, on est à 30, là, en Sarthe. Et l'écart, vous voyez, l'écart reste très important. Et c'est la Mayenne qui est en dessous, donc les deux départements ruraux. Voilà. Donc, alors, en même temps, au plan national, ça baisse, au plan régional, ça baisse également. Là, on est quand même dans une tendance baissière. Enfin, donc, voilà. Pourquoi? C'est aussi pourquoi ça baisse? Bon, là, on n'en sait rien. On peut dire que c'est l'effet des politiques de prévention. Au niveau du soin, il y a quand même eu des progrès, parce que la manière dont tu es pris en charge, on m'a raconté quelques histoires un petit peu du passé, mais sur la manière dont on prenait en charge une tentative de suicide aux urgences, il y a 20 ans et aujourd'hui, voilà, on fait mieux. Donc voilà certains éléments que je voulais partager avec vous avant d'aborder donc la dernière partie sur les politiques de santé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc la conduite est donc la fabrique des politiques de santé. Alors on va revenir à mon petit objet principal qui est la loi de financement de la sécurité sociale. L'acte politique en santé en France, le principal, c'est la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, donc chaque année, le Parlement vote cette loi, voilà, donc c'était en octobre-novembre. Et je l'ai dit, c'est la sécurité sociale. Donc c'est les 4 branches de sécurité sociale. Maladie, retraite, famille, vieillesse. Maladie, retraite, famille, accident du travail, maladie professionnelle. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'ONDAM, donc l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est le budget alloué par la sécurité sociale, par l'assurance maladie, au système de soins et de santé. Donc j'ai écrit, voilà, c'est le principal acte politique en matière de santé, mais il n'y a pas de place lors du vote de la loi on ne débat pas des politiques de santé. Alors ce qui est intéressant, je suis tombé sur un article de Tabuteau qui disait, au début, en 96, quand la loi financement de la sécurité sociale a été instaurée, il y avait justement un document qui devait accompagner la loi, le projet de loi, avec justement les orientations de la politique de santé. Et ça a disparu, parce que bon, personne... en fait, la loi de financement de la sécurité sociale, elle est préoccupée en gros par essentiellement les questions d'équilibre des comptes. Donc qu'est-ce qu'on va créer comme nouvelle taxe, en gros, éventuellement quelques nouvelles prestations, puisqu'il faut toujours répondre quand même au marché politique. Et du coup, les questions de politique de santé n'ont absolument pas leur place, sachant qu'on est au milieu d'autres préoccupations, la retraite, les familles, etc. Voilà, donc ça, c'est la base des politiques de santé. En tout cas, c'est le principal acte de... Alors voilà, donc pour ce qui a été voté par le Parlement en novembre, donc vous voyez 200 milliards d'euros, là, c'est le montant, donc une augmentation d'un peu plus de 2% par rapport à 2017. Et il y a une répartition qui est faite, donc dans ces 5 groupes-là, donc ce qu'on appelle les soins de ville, les médecins généralistes, etc., le médicament, voilà, les établissements de santé, le secteur personnes âgées, personnes handicapées, donc ça fait à peu près, les deux, ça fait à peu près 20 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le secteur qui a, au cours des 20 dernières années, qui a eu la plus grosse croissance de moyens. Alors quand je dis ça, les associations de parents d'enfants handicapés... dire, ah oui, enfin, c'est pas assez, on n'a pas, on n'y arrive pas. Oui, certes, c'est vrai. Il reste qu'un effort considérable a été fait pour améliorer le service, notamment au sein des établissements de personnes âgées dépendantes, ou bien également dans le secteur du handicap, où voilà, donc ça pèse, ça se voit, 20 milliards, c'est un budget évidemment conséquent. Alors le FIR, c'est un élément important, puisque c'est le fonds d'intervention régional, les 3 milliards, c'est les crédits qui sont alloués à l'agence régionale de santé, donc qui pilote les questions de santé. On va y revenir. Alors, ça c'était le premier point pour éclairer. Voilà, premier point, la loi de financement de la sécurité sociale
comme principal acte politique. Le deuxième point, c'est la question des complémentaires dont on va beaucoup parler. Je crains qu'on en oublie un certain nombre d'éléments. À propos des remboursements de soins dentaires et d'optique, puisque c'est un des projets du gouvernement, de diminuer le reste à charge. Donc là, vous avez, c'est pas la même notion, la loi de financement de la sécurité sociale, elle vote le budget, ce qui est supporté par la sécurité sociale. Ça, c'est la consommation de soins et de biens médicaux, 200 milliards aussi, mais c'est que c'est tout ce qui est dépensé, financé par la sécurité sociale ou pas. Donc ce budget de 200 milliards, bon, la sécurité sociale c'est 77%, moi j'entends tout le temps parler du désengagement de la sécurité sociale. Ah, en masse financière, c'est faux. Depuis 10 ans, la participation de l'assurance maladie, de la sécurité sociale à la consommation de soins, elle est stable. Alors pourquoi il y a cette perception, la perception est différente? C'est parce que on a rajouté des franchises, etc. On a déremboursé des médicaments. Mais globalement, qu'est-ce qui pèse dans les soins? C'est les personnes qui ont les maladies les plus graves. Et là, le nombre de personnes en affection longue durée augmente. Et donc, en fait, et là, dans ces cas-là, les soins sont pris en charge à 100%. Donc, le poids de la sécurité sociale dans la dépense de santé, dans le temps, il est stable. Donc, l'État, c'est rien, c'est 1%. Donc 8%, c'est le reste à charge, c'est vous, nous, enfin moi. Donc la dépense qui nous est imputée. Donc c'est la plus faible en Europe. Hein. En France, on a... voilà, donc j'entends tout le temps, c'est le pire des systèmes. Ouais, enfin bon, sauf que le reste à charge, voilà, c'est le plus faible. Bon, bien. Et puis 13% pour les complémentaires. Alors, sur les complémentaires, je ne vais pas passer longtemps, mais je veux quand même faire remarquer une chose. Donc dans les comptes de la santé, on trouve des données sur les coûts de gestion des complémentaires, hein, qui sont de l'ordre de 7 milliards d'euros, équivalent à ceux de l'assurance maladie. D'accord? Sauf que l'assurance maladie, elle rembourse, elle prend en charge 150 milliards d'euros, et les complémentaires, 30 milliards. D'accord? Donc en fait, les charges de gestion des mutuelles, des complémentaires, pardon, pas que les mutuelles, sont beaucoup plus élevés que ceux de l'assurance maladie. Et donc, vous savez que depuis le 1er janvier 1976, donc les entreprises ont l'obligation de financer à 50% la couverture complémentaire des salariés. Et du coup, il y a une pression, il y a une concurrence très vive sur les contrats collectifs qui sont proposés aux entreprises. Et donc, en gros, pour être très concret, les primes versées par les retraités, dont un certain nombre sont présents ici, sont à peu près le double des contrats qui sont proposés par les mêmes organismes dans les entreprises. Sauf qu'il y a un système qui marche très bien dans 3 départements français qui ont un régime particulier, donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, qui ont depuis 1930 un régime particulier où l'assurance maladie fait non seulement la couverture générale, mais également la couverture complémentaire, ce qui simplifie la vie sociale de tous les assurés sociaux de ces 3 départements, et il serait très bien de le généraliser, je ne sais pas pourquoi personne n'y pense. Voilà, donc ça c'était les 2 éléments introductifs, avec un aparté un peu bizarre sur les complémentaires. Voilà, alors le nouveau cadre aujourd'hui c'est quoi? C'est la stratégie nationale de santé, donc la ministre a annoncé et a publié, donc fin 2017, un document qui s'appelle Stratégie nationale de santé, qui contient... alors, il se décline... Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Donc, il y a 4 axes principaux, 43 objectifs, tout sur tout. Donc, les objectifs... 1, c'est la prévention, donc 2, les inégalités sociales, 3, la sécurité des soins, et 4, l'innovation. Il y a un 5e chapitre sur la politique de la santé de l'enfant. Bon, à ce jour, bon, on ne peut pas trop s'attarder sur la stratégie nationale de santé, parce que pour le moment, la stratégie nationale de santé, c'est comme le catalogue des 3 Suisses, non, de la Redoute. Mais il n'y a pas le prix, il n'y a pas les prix, il n'y a pas les images non plus. Donc c'est un peu facile.
parce qu'on ne sait pas comment. Quelle est la suite? C'est la suite qui est importante. Alors, aujourd'hui, on a pas, vous l'avez vu, on n'a pas de politique de prévention, mais on a des plans et des programmes. On a plein. Il y en a 30. Moi, j'ai cherché sur Internet. Ça, c'est ce que dit le Haut Conseil. C'est le Haut Conseil de l'avenir pour l'assurance maladie. Il dit il y a 30 programmes. Ah bon, on cherche sur Internet, on regarde, on a du mal à les trouver. On se dit, ah ben oui, mais il y a une trace quand même. On doit voir, hein, ils sont évalués, qui s'en occupent, quels sont les budgets, quels sont les moyens, quels sont les résultats. Pour 95% de ces programmes, on n'en trouve pas trace. Donc, c'est très, très secret. Hein. Donc, il y a en bas, il y a les agences régionales de santé donc, qui ont en charge les projets régionaux de santé. Voilà. Donc, c'est la déclinaison horizontale. Alors, le lien entre ça et ça ne paraît pas évident. Et puis, il y a un troisième niveau qui est l'assurance maladie. Elle a elle-même son programme qualité-efficience, le PQE, qui est l'annexe dans la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, donc, demain, c'est quoi? Donc, il y a le grand machin, donc le grand raout, c'est la stratégie nationale de santé, qui va se décliner en un plan national de santé public et des projets de région de santé. Ça, je ne sais pas ce qui devient. Voilà. Alors, les projets régionaux de santé, le problème, c'est que ça fait 2 ans que les agences régionales de santé travaillent dessus, et que donc là, tout d'un coup, la stratégie arrive alors qu'ils travaillent depuis 2 ans. Bon, voilà, bon, ça, c'est la boîte à outils. Donc, je vous dis, tout ça, ça reste à ce jour, pas du bricolage, mais enfin, disons, peut-être qu'on peut s'améliorer collectivement sur cette question. Donc, c'est difficile d'en parler, puisque je ne sais pas comment le nouveau directeur général de la santé va pouvoir bâtir un plan national de santé publique à partir des 43 plus 7, 50 objectifs, plus les 30 programmes de santé, et comment les ARS vont tenir compte des PQE, de la stratégie nationale de... Voilà. Voilà, 2 derniers points que je voulais attirer votre attention sur la conduite des politiques de santé qui nous rapprochent. Voilà, on va terminer sur ce qui est le plus près de chez nous. Donc la question régionale. Donc je pense que ça vous a été dit peut-être dans les différentes conférences. Hein. Donc il y a un pilote dans l'avion. Hein, donc c'est dans chaque région qui s'appelle l'Agence régionale de santé. Hein, donc ça date de 2010. Que ce pilote, il n'intervient pas sur tout. Il intervient sur tout ce qui est tarification, par exemple, des hôpitaux, des cliniques ou des médecins. C'est pas de son ressort. Ça, c'est du ressort de décisions nationales, de conventions pour les médecins, les professionnels de santé libéraux ou de tarifs déterminés par le ministère de la Santé. Il intervient quand même sur ce qu'on appelle la tarification des EHPAD, c'est-à-dire les maisons de retraite médicalisées, et des établissements et services pour personnes handicapées. Ici, également des contrats d'objectifs, ce qu'on appelle les CEPOM, mais ça a déjà été présenté lors d'une des conférences. Voilà, donc l'Agence régionale de santé, elle a quand même un pouvoir non négligeable d'intervention au plan local, à travers notamment donc, le fameux FIR, là, les 3 milliards d'euros, qui sont en région, ça fait, je ne sais pas, les Pays de la Loire, vous divisez par 20, ça fait 150, 160 millions d'euros. Bon, j'ai cherché sur le site de l'ARS qu'on faisait des 160 millions d'euros, rien, rien n'est dit. Et donc, ça, c'est, je dirais, les instruments budgétaires. Et ça, c'est les instruments de planification. Bah, c'est ce qu'on a dit, les projets régionaux de santé. Et toute l'organisation du parcours de soins. Là, les ARS, quand même, ont une grande marge de manœuvre pour faciliter le parcours de soins des patients. Puis, il y a des centres ressources. Voilà. Donc ça, ce paysage, je pense, vous l'avez à peu près repéré. Simplement 2 points. Ce pouvoir, il est partagé de manière... voilà, il est partagé. Voilà. D'un côté, dans le champ du handicap et de la perte d'autonomie, et de l'autre côté, dans le champ des relations avec les professionnels de santé libéraux. Dans le champ du handicap et de la perte d'autonomie, donc les aides aux personnes handicapées, les maisons de retraite, les services aux personnes âgées, personnes handicapées, les établissements pour enfants, pour adultes, etc. En fait, on a un double pilotage. Ça, en général, on sait ce que ça veut dire. Alors, sachant qu'en plus, là, on est à une échelle régionale et que un conseil départemental, par définition, il est départemental. Donc, dans une région comme la nôtre, on a 5 départements, donc on a 5 départements, enfin, donc 5
organisations différentes. Donc dans la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas combien, il doit être 11, 12 départements. Voilà. Donc on a 2 pilotes dans l'avion. Donc est-ce que le système marche de manière optimale? Je n'en suis pas sûr. Un exemple très simple, il y a 10 000 maisons de retraite en France, donc il y a les 10 000 maisons de retraite, chaque année, il y a le conseil départemental qui examine le budget, il y a l'agence régionale de la santé qui examine le budget, donc il y a 2 administrations qui examinent le budget. Bon, est-ce que c'est... on pourrait peut-être faire mieux, je sais pas, voilà. Donc ça, c'est important de comprendre que dans le champ du handicap et de la perte d'autonomie, on n'a pas de... On a ce double pilotage. Autre champ où il y a un double pilotage, c'est celui donc, des professionnels de santé libéraux, donc les médecins, les infirmiers, etc., les pharmaciens, les kinés. Donc tous ces professionnels, leurs actes sont tarifés par l'assurance maladie dans le cadre de conventions qui sont signées nationalement. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une convention de signée, en général c'est un psychodrame. Enfin bon, le psychodrame a un peu tombé, mais dans les années 2000 c'était un vrai psychodrame. Et donc là aussi il y a une espèce de double pilotage, puisque finalement régionalement, donc il y a l'assurance maladie qui met en œuvre ces conventions qui sont signées nationalement, et puis il y a l'agence régionale de santé qui elle aussi signe des contrats d'objectifs avec les professionnels de santé libéraux. Donc voilà, on a 2 champs où l'ARS est à la fois le pilote et où à la fois elle est obligée de partager le pouvoir avec d'autres acteurs en charge de ces questions. Sur la question régionale, juste un petit point sur les collectivités territoriales. Bon, je dirais sur le plan j'ai fait un gros carré pour les conseils départementaux et conseils généraux, ex-conseils généraux, parce que évidemment les aides aux personnes âgées, les aides aux personnes handicapées, c'est un budget évidemment très conséquent. Ce sont des dépenses obligatoires à la charge des départements. Et donc, dans le champ de la santé proprement dit, les communes, groupements de communes ou le conseil régional ont des pouvoirs très réduits. Ils sont des acteurs de santé au sens où, pour les politiques d'aménagement du territoire, les questions d'aménagement urbain, les questions des transports, les eaux, tout ce qui influe sur la santé, ils ont ce pouvoir, évidemment. Ils ont donc un rôle important, mais ils n'interviennent pas directement dans les politiques de santé, voilà, au bémol. Donc voilà sur la question régionale, et je terminerai sur ce point pour la question régionale. Là, c'est une suggestion. Je me suis dit, bah voilà, on va être dans le grand délire, mais c'est pas tout à fait du délire, en fait. C'est en lisant un rapport de la Cour des comptes qui est paru à l'automne, qui dit que finalement, le système de santé, donc, qui est extrêmement centralisé dans son pilotage et dans son animation, n'a pas permis donc de corriger les disparités territoriales. Et il me semble que la régulation financière nationale telle qu'elle est portée aujourd'hui atteint ses limites, quoi. Quand ça fait 20 ans que vous tenez des budgets particulièrement stricts dans les territoires, bon, voilà, les professionnels de santé, ils font le job, ils peuvent s'améliorer, ça c'est sûr, mais je pense qu'on ne peut pas non plus contraindre tout le temps, voilà. Alors, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on en parle à peu près. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un ORDAM? C'est-à-dire qu'il y a un objectif national des dépenses d'assurance maladie et que cet objectif national soit différencié par région. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que tous les indicateurs qu'on a montrent des disparités de santé, d'indicateurs de santé, ça c'est sûr, on l'a vu, bon, mais surtout la dépense de santé par habitant. Il y a alors là-dessus, il y a hélas peu de littérature, mais enfin, il y a un document qui est paru en 2008 que je garde précieusement, parce qu'on le retrouve pratiquement plus sur Internet, qui disait par exemple que la dépense de santé par habitant variait entre les 2 régions extrêmes, c'était les anciennes régions, de 28% entre le PACA, la dépense la plus élevée, et les Pays de la Loire qui avaient la dépense la moins élevée. Voilà, donc je me dis, finalement, si au lieu d'appliquer la même règle de 3 à tout le monde, on faisait un peu plus pour les uns que pour les autres. Après tout, parce qu'il n'y a pas un indicateur. Vous prenez la lutte contre les antibiotiques, vous prenez les génériques, vous prenez l'exercice en regroupé. Il n'y a pas un indicateur où il n'y a pas des écarts importants. La vaccination, l'attitude des professionnels vis-à-vis de la vaccination. Donc on a ces indicateurs-là, ils sont dans les machines, ils sont dans les bases de données,
mais on ne s'en sert pas comme un outil de management public. Or, évidemment, c'est bien plus simple pour un État, vous savez, c'est... Tac, bon, bah, l'année prochaine, c'est 3%. Bah, vous êtes directeur d'hôpital. Allez, c'est 3% pour tout le monde, ou vous avez des effectifs à supprimer, vous appliquez le même taux pour tout le monde. C'est quand même très pratique. Dire, ah bah attendez, on va peut-être donner plus à telle région. Oui, j'accélère, voilà, je suis prêt. 5 minutes. C'est évidemment beaucoup plus intelligent comme système, mais ça demande beaucoup plus de capacité de négociation, etc. Vous imaginez la tête des élus de PACA si on leur dit, bah non, vous avez 0 cette année, puis Pays de la Loire, ils ont plus 5%, par exemple. Moi, je trouve ça une très bonne idée. Et alors, c'est pour ça que je dis on peut passer d'une régulation administrative punitive à une régulation comparative. Voilà. En français, ça s'appelle le benchmarking. Et je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas ces indicateurs-là pour allouer. Alors, ça se fait dans d'autres pays. Hein, donc, voilà. Mais bon, c'est pas fait. Hein. Alors, dernier point, la démocratie sanitaire. Voilà, on va finir en grandiose. Donc on a 3 étages, voire 4, donc, qui vous ont été présentés, hein, puisque Gérard Allard est venu vous présenter donc, la conférence régionale de santé et d'autonomie. Donc, donc ça, c'est 96, hein, c'est pareil, les ordonnances, c'est à cette période-là qu'on a institué vraiment les grands, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, avec tous les étages. Donc, conférence nationale, conférence régionale, ça a changé de nom, mais enfin, il s'appelle aujourd'hui Conseil territoriaux de santé. Et dans les établissements, donc là aussi, ça a été présent. Gérard Allard en avait parlé, donc les commissions d'usagers des établissements de santé. Donc on a ce qu'il faut, voilà. Alors je me suis permis quand même de mettre en parallèle qu'il y avait d'autres formes, d'autres espaces de débat collectif qui parfois faisaient un peu la même chose. Voilà, hein. Donc vous le connaissez, le Césaire. Le Conseil économique et social et environnemental au plan national, qui a sa commission santé, comme le Césaire, qui donne son avis sur le PRS, etc. Bon. Et en bas, je me suis dit, bah oui, il y a le pendant localement, le Conseil de développement, bah, c'est une instance consultative, voilà, bon, etc. Alors, vous avez peut-être entendu parler récemment, là, il y a aussi donc les lois de bioéthique qui sont en cours de révision, comme le prévoit la loi, donc on ne parle pas de politique de santé, mais par contre, là, on va faire de la concertation sur les questions de PMA, GPA, qui concernent 99% de la population, comme chacun sait. Bon, c'est un peu ironique, mais voilà. Donc, pour terminer, voilà, 3 points sur la démocratie sanitaire. Et donc, moi, il me semble que c'est vraiment une anomalie démocratique que la stratégie nationale de santé ne soit ni présentée, ni suivie, ni évaluée dans le Parlement. Pour moi, dans une démocratie, je ne comprends pas à quoi sert le Parlement. Ou alors, bon. 2, les instances de représentation dont je viens de parler, donc le CNS, Conférence nationale de santé, CRSA et CTS, pour moi, ne disposent pas de l'indépendance, qui nécessite une représentation citoyenne, puisqu'ils sont absolument les interlocuteurs la plupart des membres de cette conférence régionale reçoivent directement des budgets alloués par l'ARS. Donc ça les met dans une position particulièrement neutre pour étudier les problèmes. 3e point, ce qui est en train de se passer, c'est on est passé à la démocratie numérique. C'est exactement le débat sur la vaccination. Ce n'est pas la conférence nationale de la santé qui l'a animé. Directement, on a créé un site internet, vaccination machin, et voilà, la démocratie numérique est en train de... alors on en voit les mauvais effets avec les réseaux sociaux, mais d'autres effets aussi, ça permet évidemment de toucher la population plus directement, sans passer par les institutions. Donc je dirais qu'il y a toute une réflexion à avoir sur l'évolution de la démocratie sanitaire, car évidemment, elle questionne complètement le rapport qu'on a aux politiques de santé. Voilà, je vous remercie. Bien. Merci. À plusieurs titres. D'abord parce que François Tuffreau n'a pas insisté, mais il participe activement depuis quelque temps à nos réflexions. Donc c'est aussi un acteur de nos travaux. Il nous a permis de revisiter plusieurs conférences. Donc c'est aussi un bon exercice pour nous. Puis il cherche aussi à remettre quelques pendules à l'heure. Maintenant, il nous reste une bonne demi-heure. Vous avez la parole. Les questions sont peut-être nombreuses. À vous de jouer.
Alain Lehenaf, membre du Conseil de développement et un vieux routier du monde de la santé qui m'a toujours passionné. Bon, un constat ou une confortation dans votre exposé très intéressant, puis après une question. Démocratie sanitaire. Alors, vous avez cité quelqu'un que j'aime bien dans le monde de la santé qui s'appelle M. Tabuteau. M. Tabuteau est le titulaire de la chaire santé publique à Sciences Po Paris. Donc, c'est quelqu'un qui a un avis autorisé, qui était, si je me rappelle bien, directeur de cabinet de M. Kouchner à une époque de sa vie. Voilà, donc c'était quelqu'un. Bon, j'ai assisté à une conférence de Tabuteau l'année dernière et à propos de l'administrateur, il disait la chose suivante, très intéressante, que les agences régionales de santé n'ont de régional que leur nom. Point. Et que tout le reste, effectivement, se passe à Paris, place Fontenoy, c'est décidé au niveau, effectivement, de la technostructure du ministère de la Santé. C'est une approche très personnelle. Question que je vous pose sur la démographie sanitaire. Alors, votre démonstration, effectivement, sur Généraliste était très intéressante. Mais si je m'intéresse à tout ce qui est spécialiste, si je suis au fin fond de la Bretagne, au fin fond de la Mayenne, au fin fond des Cévennes, si je veux avoir un ophtalmo, eh ben, j'en trouverai pas. Si je veux avoir un dermato, je n'en trouverai pas. Heureusement, j'habite à Nantes, donc j'ai ça sous la main sans trop de difficulté. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que malgré effectivement le nombre très important de médecins qui sont formés, eh bien pour les spécialistes, il y a une telle disparition-là? Une explication déjà, ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, donc elles sont peut-être moins impliquées que les hommes, voilà, mais c'est une approche très phallocratique, mais je pense qu'il y a d'autres approches plus techniques que je vous laisse exprimer. D'abord, les difficultés que vous évoquez quant à l'implantation des médecins par spécialité, on ne peut pas avoir une réponse globale, c'est-à-dire c'est variable selon le type de spécialité, selon le type de territoire. La seule chose que j'ai pu vérifier, c'est que les hôpitaux publics continuent depuis 20 ans à peu près, puisque c'est la perspective que j'ai réussi à bâtir, la série que j'ai à augmenter leurs effectifs. Mais je ne peux pas passer de ça à vous dire, il faudrait aller beaucoup plus finement pour dire où il y a des trous, c'est-à-dire quelles sont les spécialités qui ont bénéficié de cette croissance d'effectifs. Est-ce que, par exemple, c'est les services qualité qui ont compris les effectifs? Alors, les urgences, c'est sûr. Mais il y a les données du Centre national de gestion qu'il faudrait explorer, mais voilà, ça demande vraiment à être regardé activité par activité. Parce que, voilà. Mais la difficulté, elle est réelle. Ça, par contre, ça c'est sûr que vous avez cité l'ophtalmo, il y a bien d'autres spécialités où il devient compliqué d'avoir un rendez-vous de deuxième niveau, quoi. C'est sûr. Ce qui est fou, c'est moi, ça me rend fou parce que on a eu un observatoire national de la démographie médicale avec des délégations régionales et on en est là, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Attendez, c'est du vent, quoi. Et tant qu'il y aura, c'est pas normal qu'une stratégie nationale de santé passe pas devant le Parlement, c'est tout. Enfin, c'est une anomalie. Mais à la question, n'est-ce pas lié en partie à la liberté d'installation? Si je suis ophtalmo, est-ce que j'ai envie, sauf cas particulier, de m'installer au fin fond de la Corrèze? Oui, non, mais on est d'accord. Il y a la question de la liberté d'installation, mais il n'y a pas que ça, quoi. Oui, bien sûr. Ça, c'est le fait qu'effectivement les syndicats médicaux ont toujours bloqué toute mesure limitant leur liberté d'installation. Oui, réponse oui. Mais ce n'est pas que ça, quoi. Voilà. Il y a quand même la question, voilà, le secteur hospitalier, comment il fonctionne aussi. Enfin, on aimerait en savoir un peu plus, voilà. Mais c'est un peu la boîte noire, quoi, voilà. Les libéraux, c'est pas d'actes, pas de revenus, hein. Le monde hospitalier, c'est différent. Une question sur la loi de financement qui fixe un butoir à 195 ou 190 milliards. Comment se gère la répartition entre les territoires et entre les régions, les départements? Comment ça se gère, ça? Ça se gère pas, justement, alors... Ça se gère bien quand même quelque part, obligatoirement. C'est maladroit. Voilà. L'agence régionale de santé, elle va intervenir que sur le petit bloc
qui est à gauche, là. Donc elle a ces 3 milliards, donc ils vont répartir ça, les 3 milliards, entre les 13 régions, là, plus... Un petit 2% du total. Voilà. Et puis ça, ça pèse quand même, on a vu, 20 milliards, hein, les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc ça dépend d'un organisme qui s'appelle la Caisse nationale, que je n'ai pas cité, qui s'appelle la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qui fait la répartition entre les régions. Mais pour le reste, la tarification des hôpitaux, les prix des consultations, ça ne dépend pas de l'ARS. L'ARS, elle intervient elle intervient un peu à la marge, sauf sur le champ du handicap et de la perte d'autonomie. Là, c'est un champ champ partagé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le conseil départemental, donc avec 5 départements. Alors, ça veut dire il y a chaque conseil général conseil départemental qui fait son schéma gérontologique, puis il y a l'ARS qui fait son schéma gérontologique. Et ça, alors ça, c'est le zéro débat. Zéro. Jamais. On n'en parle jamais, c'est jamais débattu au Parlement. C'est un vice majeur. On préfère voilà, examiner 10 000 budgets, hein, tous les ans, qui passent à la moulinette du Conseil général et à la moulinette de l'ARS. Ça n'a pas que des inconvénients d'ailleurs, je pense, pour le budget des maisons de retraite. Mais bon. Comment évolue la télémédecine et la téléchirurgie? Et est-ce que c'est une solution pour apporter des réponses dans les zones sombres en métropole et également dans les collectivités territoriales? Bon, d'abord, je ne suis certainement pas la bonne personne ou la meilleure personne pour répondre à cette question-là. C'est en train de bouger beaucoup, hein. Voilà, la télémédecine, c'est parti. Les actes, les téléconsultations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la téléconsultation, il y a aujourd'hui un marché qui est en train de naître. On n'a plus de médecins dans les cabinets, enfin, on a moins de médecins dans les cabinets, mais il y a des plateformes que vont proposer d'ailleurs les mutuelles, puisque le groupe Vive, c'est ce groupe complémentaire qui a racheté, enfin, la fusion de la MGEN et d'Harmonie Mutuelle, voilà, qui a créé un groupe qui protège 10 millions de personnes. Et ils viennent de racheter une start-up qui faisait de la téléconsultation. Mais là, on est sur des actes qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc ça va se développer. Voilà. Par l'assurance maladie ou pas. Oui, je voulais vous poser une question à propos du nombre de médecins. Est-ce qu'il y a des ratios par rapport à la démographie et au nombre d'actes? Parce qu'avoir les chiffres bruts d'augmentation de médecins, en soi, c'est lié à la démographie et au nombre d'actes faits. Voilà. Et d'autre part, je voulais lier ça aussi au problème des quotas. Si vous pouvez avoir une réponse là-dessus. Il n'y a pas de normes. Voilà. Ce qui est bien le propre de toutes ces activités, c'est que il n'y a pas de normes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas une valeur référente sur le nombre de médecins par habitant, enfin le nombre de généralistes, le nombre total de médecins, non. Quota, il n'y a pas de quota, puisqu'il y a liberté d'installation. Donc pour les libéraux, ils s'installent où ils veulent. Puis côté hospitalier, Ah, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Oui, les quotas au niveau de la formation des étudiants, voilà, tout d'un coup, il y avait plein de médecins, on a formé plein de médecins, on se dit, oh là, il y en a trop, voilà, ah bon, on va arrêter. Donc on a arrêté, donc ça, on est passé comment il s'appelle, je ne me rappelle plus le nom du nombre de médecins formés chaque année. Voilà, le numerus clausus, merci, il est passé de 8000 pratiquement dans les années 70 et il est redescendu à 3005. Puis là, on arrive, ah ça va pas, attendez, on va remonter. Donc on a remonté dans l'autre sens, c'est à peu près comme ça que ça se fait, hein. Le nez, un peu le nez, voilà. Non mais bon. Donc... Est-ce qu'on peut revenir sur le budget du Conseil général ? Quelle est la part pour le financement? Parce qu'ils se plaignent justement de manquer d'argent pour le handicap et la perte d'autonomie. Donc quelle est la part dans leur budget de l'ARS et des impôts locaux? Comment ça se goupille? Alors, donc ça c'est la... Donc vous comprenez bien que sur le champ du handicap et de la perte d'autonomie, il y a 2 autorités compétentes et il y a donc 2 financeurs. Il y a l'assurance maladie, donc l'État, l'ARS qui décide.
Donc au plan national, ça représente un budget de 20 milliards d'euros. Voilà, 11 et 9, 20. Pour les personnes handicapées, donc 11 milliards. Au plan local, le Conseil général, les dépenses sociales d'un Conseil général, c'est à peu près la moitié de ce qu'on appelle ces dépenses de fonctionnement. Le mot fonctionnement, c'est pas très là-dedans. Enfin, c'est, voilà. Ces dépenses se répartissent en fait en 4 parts équivalentes. Nationalement, d'un département à l'autre, ça varie. Entre le champ du handicap, le champ des personnes âgées, la protection de l'enfance, donc c'est un budget très important, voilà. Et les budgets sociaux, quoi, le RSA, quoi. Voilà. Donc ces 4 budgets, globalement, je ne me rappelle plus, ça doit faire, je crois, 7 milliards en plan national, chacun. C'est des ordres de grandeur, mais ça pèse à peu près autant par... Alors évidemment, attendez, le conseil départemental, son problème, c'est qu'il a en charge, donc, comme je dis, les vieux, les pauvres et les handicapés. Donc c'est super. Sauf que vous imaginez l'évolution démographique, le chômage, dès que le chômage augmente, le RSA suit. La protection de l'enfance, c'est des budgets qui restent très importants. Et le handicap, les besoins ne sont jamais couverts. Donc c'est intenable, la position des conseils départementaux est intenable. Donc si, alors en plus, leur marge de manœuvre est de plus en plus limitée, c'est vrai que Macron n'aide pas là-dessus. Évidemment, quand ils vous disent, oui, depuis 5-6 ans, enfin, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les départements sont considérables. Juste pour dire, dans le rapport de la Cour des comptes, il dit, voilà, le système de régulation financier national, c'est pas terrible, c'est arrivé on est arrivé à la limite. Il a raison, il dit, voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est faire, c'est pas comme ça qu'il faut procéder, il faut analyser les besoins par région, et puis voilà, ça marche. Non. Non. On voit souvent ça, enfin, c'est souvent cité, les gens disent, ah oui, il faut partir des besoins pour... Non. On a étudié ça, il se trouve qu'à l'Observatoire, on avait travaillé sur ce concept-là, le concept de besoin, évaluation des besoins de santé. Non. Le problème, c'est que les besoins de santé, ils sont sans limite. Sans limite. C'est tout. C'est simple. Hein. Une fois qu'on l'a dit, c'est très simple. Alors surtout que quand on glisse sur le bien-être, je peux vous dire que là, les psychiatres, ils s'enferment. Enfin, ils y vont. Donc, il faut bien comprendre que les instruments de pilotage du système de santé, on ne les a pas. Je veux dire, construire un pont, voilà, on a quand même des méthodes, etc. Construire une politique de santé, c'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est une somme d'intérêts particuliers. Et voilà, c'est le plus fort, c'est celui qui historiquement pèse le plus dans le paysage, qui a le plus d'influence. C'est comme ça que ça marche. C'est pas les besoins. Alors, évidemment, on va tenir compte si y a un groupe qui dit, voilà, la priorité, c'est de s'occuper de l'autisme. Bon, voilà, donc on va s'occuper de l'autisme. C'est comme ça que ça marche. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est pas révélé, je pense, profondément. Parce que derrière, il n'y a rien. Enfin, derrière, il n'y a pas d'outils puissants qui permettent de dire le besoin, c'est ça, ça, ça. Non, parce que vous prenez les besoins de tout, partout, vous accumulez, vous faites péter les indicateurs, quoi. Et je voudrais juste voir, juste 10 secondes, monsieur, pour la gestion du temps, qui nous a un bon quart d'heure. Les intervenants, qui souhaiteraient intervenir? 4 personnes. Je sais que Véronique souhaite intervenir. Si j'ai le temps, j'aurais peut-être une petite question. Alors, allons-y. Oui, sur la question des besoins, il y avait un adage en médecine qui disait la fonction crée le besoin. C'est-à-dire que vous mettez un spécialiste dans une ville, une petite ville où il n'y en a pas, il va y avoir un afflux de patients. Vous en mettez 2, il y aura, etc. Alors, avec des limites, évidemment. Mais moi, ma question, c'était par rapport aux zones de Pays de Loire, puisque c'est celle qui est la plus étudiée, là. Est-ce qu'il y a des zones en sous-effectifs, on va dire, de professionnels de santé, que ce soit généralistes, infirmières, médecins, etc. Et j'ai vu que la Mayenne avait des très bons résultats, enfin, voilà, au niveau mortalité. Alors ma question, c'est est-ce que dans ces zones qui progressivement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, qui deviennent en sous-effectifs, il y a des stratégies qui se développent de compensation et de la population qui a voilà, qui devient plus acteur, en quelque sorte, de sa santé et qui ne va pas aller forcément voir le médecin, le spécialiste. Voilà. Est-ce qu'il y a eu dans le micro
micro-territoire, vous avez des éléments là-dessus. On va prendre les... Peut-être qu'il y a des questions qui se recoupent. On va prendre les... Oui, moi je voudrais juste revenir sur la première remarque qui pose la question, effectivement, pourquoi il n'y a pas de médecin à tel endroit et à la limite, pourquoi pas imposer, ne pas laisser le choix aux médecins, ce que vivent les infirmières, ce que vivent les kinés, etc. Alors, j'ai pas envie d'être positif, en plus avec François on a travaillé là-dessus, on est dans une pleine phase d'évolution. Il faut savoir, une des premières diapos, c'est de dire qu'on était dans une société bloquée, je parle en matière de premier recours, de soins primaires, etc. Le corps médical s'est construit contre la protection sociale, mais on est en phase de changement, parce que justement les gens veulent travailler, les jeunes veulent travailler moins, mais travailler ensemble, et puis on est en train de changer, c'est plus forcément le docteur qui fait tout, on libère du temps médecin parce qu'on se partage le travail. Et ça relève bien d'une politique de santé qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. L'accompagnement d'exercices pluriprofessionnels, des maisons de santé, avec les journées nationales le mois prochain à Nantes, en mars. Là. Donc, il y a quelque chose à creuser. Et là, on a quand même des éléments de réponse, y compris des jeunes qui s'installent, des gens qui viennent s'installer dans des zones où il n'y avait plus de médecins. Alors, ça renvoie aussi à ce qu'on voit se développer aussi. Je voyais hier ou avant-hier dans Ouest France l'exemple de Châteaubriand, où on fait venir un médecin de Poincé. C'est le contribuable qui paie, on lui déroule le tapis, et qu'est-ce que ça va changer? Bon, il va y avoir une offre de soins. En plus, maintenant, on parle dans ces cas-là de cabinet éphémère. C'est-à-dire qu'on espère trouver une solution dans les mois qui viennent. De toute façon, ça ne durera pas. Donc, on est complètement dans les politiques de santé, mais ça suppose un accompagnement, ça suppose des choix politiques. Merci. Ce n'est pas vraiment une question, mais merci. Je voudrais revenir sur le nombre de médecins. Il faut se rappeler qu'en 1968, et il y en a quelques-uns ici, moi le premier, qui ont bien connu cette période-là, le PCB, qui était le premier examen pour entrer en médecine, tout le monde a été reçu. Parce que, étant donné les grèves, on n'a pas pu organiser les examens. Et il y a eu donc immédiatement un afflux considérable de médecins, d'où la réaction de l'État, ensuite, d'essayer de diminuer ce nombre de médecins en créant le numerus clausus, d'une part, qui était très strict, et d'autre part, de faire un mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité pour faire partir à la retraite le plus grand nombre de médecins, de façon à équilibrer le nombre de médecins à la demande. Partant du principe que c'était une époque où on parlait du déficit de la sécurité sociale, et plus il y a de médecins, plus il y a d'actes, donc plus il y a de coûts, plus il y a de déficit. Donc ça explique un petit peu ce comportement aujourd'hui des autorités qui ne savent plus trop comment s'y prendre, parce que les événements qui ont amené à modifier le nombre de médecins ne sont pas les mêmes chaque année selon les conditions politiques du moment. Quant aux installations, je comprends très bien la pensée de tous de dire il faut des médecins à portée de la main. Je ne suis pas certain, parce que des exemples, on peut en donner beaucoup. Il y a un centre de chirurgie que je ne citerai pas, où il y a un chirurgien. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait le chirurgien? Au lieu de faire que des vésicules biliaires, que des estomacs, que des côlons, il est obligé de toucher un petit peu à tout, et c'est la qualité de la médecine qui est en cause. Quant aux spécialités qui ne nécessitent pas d'urgence, beaucoup de gens parlent d'ophtalmologie. Je vois que les gens, et ça va dans le sens de votre discours, qui sont peut-être un petit peu plus évolués socialement, n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres, pour ne pas dire plusieurs centaines de kilomètres, pour aller dans des centres de notoriété publique, de qualité de soins ophtalmologiques. C'est vrai pour toutes les spécialités. Et un dernier exemple, par exemple, lorsque on a des discours politiques pour dire il faut garder des petits hôpitaux à droite ou à gauche, et en particulier pour l'obstétrique, on en était rendu à faire des accouchements dans des endroits où on ne pouvait même pas faire de césarienne, il fallait appeler une ambulance pour emmener dans un centre à côté, d'où des anoxies cérébrales et des dégâts considérables. Donc, pour avoir des positions fermes dans tous ces domaines-là, je dis, il y a un sens de la relativité qu'il faut bien avoir. C'est pas non plus une question, mais c'est un point de vue intéressant. Alors un tout petit mot pour conforter l'impression du manque de généralistes. Court, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire que les généralistes autrefois s'installaient à l'âge de 28 ans et malgré 16 ou 18 mois de service militaire, maintenant l'âge d'installation est de 38 ans. 38 ans.
Vous vous rendez compte? Alors ils font les césures, ils font des DU, ils font des remplacements et tout. Le dernier bulletin du Conseil de l'Ordre des médecins en Loire-Atlantique, nous avons 300 médecins thésés, donc qui n'ont perdu tous les avantages des étudiants, qui se promènent dans la nature, qui ne sont pas installés, ils font des remplacements, ils font du SOS pendant 1 an, 2 ans. Et tout ça fait que... Alors la féminisation... elles sont de qualité, les femmes qui nous remplacent sont de très grande qualité, mais elles travaillent 1 jour sur 2, il en faut 2 pour remplacer un généraliste. Donc si vous voulez, sur le plan, au total, vous avez un certain nombre nombre suffisant de généralistes, mais qui ne correspondent pas au travail que nous, on effectuait à cette époque. Ah, les temps changent. La dernière. Oui, une diapo soulignait là tout à l'heure, moins de médecins en cabinet et plus de médecins dans les hôpitaux. Je me posais simplement la question de l'influence du développement des cliniques privées. Ah. Bien, alors je vais essayer de répondre à... C'est bon, on y va. Alors, la question sur la Mayenne. Bon, la Mayenne, c'est un sujet en soi. Merci de mettre l'accent sur ce département. Donc, c'est un petit département, 300 000 habitants. C'est la ville de Nantes, hein, en nombre d'habitants, hein, la ville. Depuis 20 ans, ils ont été, comme ils étaient déjà en difficulté il y a 20 ans, ils se sont battus, le Conseil de l'Ordre, le Conseil général à l'époque, les syndicats médicaux, pour essayer d'attirer des médecins, etc. Alors, c'est vrai que cette question, c'est quoi le lien entre les soins et la santé, nous embarrasse toujours. Puisque comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en Mayenne, avec la plus faible densité médicale en France, ils aient une mortalité par cancer en dessous de 10 points en dessous de la moyenne régionale. Donc ça, on y a un peu répondu en disant ce qui fait différence à niveau de système de santé équivalent, c'est les autres éléments, l'hygiène de vie, etc. Voilà, il reste... Alors, tu es allé plus loin parce que tu as dit, bah oui, mais peut-être que finalement, les gens, ils se sont organisés de manière différente. On peut aussi se dire que là où il y a peu de spécialistes, les médecins généralistes gagnent en compétences, puisqu'ils sont obligés d'intervenir sur des problèmes de santé dont ils perdaient, dont ils n'avaient plus la maîtrise du fait d'une spécialisation accrue. Tout ça mérite, voilà, donc c'est plus des impressions, je ne peux pas répondre à la question, mais elle est tout le temps posée. C'est quel est le lien entre les soins et la santé, voilà. Les autres questions, c'était un peu des constats. Puisque vous avez une nouvelle fois évoqué la médecine générale, je me permettrai quand même de dire une chose. Si on en est là aujourd'hui, c'est de la responsabilité du monde hospitalo-universitaire. Soyons clairs. La fracture, c'est 1958. En 1958, on a donc De Gaulle, voilà, prise de pouvoir, comme vous savez, et dans les mois qui suivent sa prise de pouvoir, fin 1958, c'est fou quoi, quand on lit l'histoire. On se dit que ce n'était pas le moment, il y avait d'autres choses à faire, mais donc il y a eu la création du fameux statut hospitalo-universitaire. Et grâce à ça, on a modernisé l'hôpital. C'est ça c'est une loi très, très positive, très importante, hein, puisque l'organisation hospitalière, elle est née là quelque part. Et grâce à ça, elle a pu se développer, etc. L'inconvénient, c'est que du coup, on a un système qui est resté hospitalo-centré, et donc qui a complètement négligé l'importance de l'offre de soins premier recours, qui était considérée comme négligeable. Et on est dans un système de santé très hiérarchisé, où, en gros, voilà, la médecine générale, c'est vraiment une spécialité de second rang. Voilà. Donc, des étudiants en médecine, dès qu'ils franchissent les portes de l'hôpital, ils comprennent ça. On leur apprend ça. Et ça se répète. Et moi, je peux vous dire, j'ai entendu des responsables hospitaliers de l'hôpital public taper, je dis bien taper, sur la manière dont les médecins libéraux répondent aux besoins de santé de la population. Donc, pendant 20 ans, plus de 20 ans, on a abîmé la médecine générale, on ne lui a pas donné sa place. Donc, c'est pas seulement autre chose, là, il y a eu, je dirais, de fait, une non-politique, enfin, qui en était une politique qui fait que cette spécialité, n'étant pas reconnue, eh ben, les jeunes médecins, pourquoi voulez-vous qu'ils se tournent vers cette activité-là? Tellement elle était peu reconnue à l'université. Alors, depuis 10 ans, le discours a changé. Le discours. Et c'est devenu une spécialité. Et c'est devenu une spécialité. Pardon. Et le dernier point, sur les cliniques privées, pardon.
Oui, bah, les cliniques privées. Là, j'aurais dû vous mettre les effectifs de spécialistes libéraux, puisque les cliniques privées... Donc, ils ont un peu augmenté. Donc, on a à peu près le même nombre, 50 000... il faudrait le rajouter, oui. Je pourrais vous le rajouter dans la diapo. 50 à 60 000 spécialistes libéraux. Leur effectif n'a pas beaucoup augmenté. Hein. Donc, c'est pas un transfert. En tout cas, le nombre de spécialistes libéraux a augmenté beaucoup moins vite que le nombre de praticiens hospitaliers. Les cliniques? Oui, c'est ça. Parce que pour moi, les cliniques, c'est des médecins libéraux. Et donc, voilà. D'accord, ok. Une petite dernière, mais méfiez-vous des dernières. Non, c'est juste pour faire une petite provocation pour terminer. On se connaît un peu maintenant. Dans ce que vous avez décrit, en fait, malgré un système centralisé, peu démocratique, une bureaucratie un peu compliquée, une absence de démocratie sanitaire, finalement, on est assez bien soigné malgré tout ça. Alors, après, on peut faire deux conclusions de ça. C'est soit santé et démocratie, finalement, c'est pas très compatible, ou alors si on fait des progrès démocratiques, on va vivre encore finalement beaucoup plus vieux, quoi. Moi, j'ai lu un petit bouquin qui m'avait absolument sidéré. C'est des économistes donc Cohen, puis un autre, des gens très bien, l'école d'économie de Paris, bref. Et ce petit bouquin, on le trouve sur Internet, vous pouvez le télécharger en PDF, il s'appelle La société de défiance. Ils ont balayé toutes les stats, et moi je suis toujours estomaqué de voir à quel point les citoyens de notre pays, nous, Français, on a une défiance vis-à-vis du personnel politique, des journalistes, de l'administration, des vaccins. On est les pires au monde. L'opinion qu'on a sur les vaccins, mais c'est pire que tout. Enfin, c'est pire que le Bangladesh, hein, quand même. Donc je me dis, attendez, si nos concitoyens, ils ont à ce point peu confiance dans les institutions en général, on va dire, voilà, c'est qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on partage très peu de choses avec eux. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a, en gagnant en démocratie, alors peut-être que je me trompe, hein, on a tous à y gagner. Alors, est-ce que ça améliorerait le système de soins ? Voilà, j'en ai vu l'administration du système de soins, les ressources sont comptées. Désolé, attendez, on pourrait faire des économies, moi je peux vous les sauter tout de suite. Hein. Voilà. Bien, le double pilotage, partout, des dispositifs. Attendez, il faut voir la bureaucratie qu'on a mis en place depuis 10 ans, dans les hôpitaux, la dernière loi de modernisation 2016, il faut voir, on a 15 sigles, on a encore inventé 15 sigles, des machins, il y a de l'argent qui va là-dessus, il y a des appels d'offres, attendez, non, faut...